Un tournant majeur de la position française sur la question du Sahara occidental. Paris considère que le plan d'autonomie du Maroc est désormais la seule base pour aboutir à une solution politique négociée, écrit le président Emmanuel Macron dans une lettre adressée au roi du Maroc, Mohamed VI, rendue publique mardi 30 juillet par Rabat et l'Élysée. Je cite, je considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, écrit le président français. Le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ajustées. Le cabinet royal marocain a lui aussi affirmé mardi que la France avait renforcé son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental, considérant qu'il s'agissait de la seule base permettant de résoudre le conflit de près de 50 ans avec les indépendantistes du Polisario. Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique Mohamed Sidati a condamné fermement la position de la France soutenant le plan d'autonomie marocain pour la résolution du conflit au Sahara occidental. Il dit le gouvernement français ne s'en cache plus en déclarant officiellement ces jours-ci soutenir le plan d'autonomie marocain, c'est l'occupation violente et illégale du Sahara occidental que la France soutient, a-t-il affirmé dans un communiqué de son département. De son côté, le gouvernement algérien a décidé le retrait de son ambassadeur auprès de la République française avec effet immédiat. La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires, affirme un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le gouvernement français a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental. Ce pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir. Le gouvernement actuel l'a fait avec beaucoup de légèreté, une grande désinvolture, sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles, justifie le même communiqué. Le territoire du Sahara occidental, qui se situe dans le nord-ouest de l'Afrique, a été placé sous domination espagnole à partir de la fin du 19e siècle et a été inscrit en 1963 par l'ONU sur la liste des territoires non autonomes sur le fondement de l'article 73 de la Charte des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 20 décembre 1966 la résolution 2229 dans laquelle elle a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui de ce qui était à l'époque donc le Sahara espagnol et la nécessité d'organiser un référendum en vue de déterminer le statut de ce territoire. Sur demande de l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif le 16 octobre 1975, dans lequel elle a conclu que le Sahara occidental n'était pas une terre sans État au moment de la colonisation par l'Espagne et a considéré qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire. Alors, malgré cet avis, le Maroc, considérant que ce territoire relevait de sa souveraineté, a organisé une marche verte réunissant 350 000 personnes afin d'en prendre possession. Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dès le 6 novembre 1975, condamné cette initiative et demandé au Maroc de retirer immédiatement du Sahara occidental les participants à la marche. En 1976, l'Espagne a informé le secrétaire général de l'ONU qu'elle se retirait du Sahara occidental et n'assurerait donc plus la responsabilité de puissance administrante. Alors, un conflit armé a alors éclaté entre le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario, mouvement
de libération nationale créée au Sahara occidental en 1973 qui a proclamé le 27 février 1976 la République arabe sahraoui démocratique, la RASD. La Mauritanie a conclu assez rapidement un accord de paix avec le Front Polisario, mais le conflit avec le Maroc s'est poursuivi jusqu'en 1988 lorsque les partis ont accepté les propositions de règlement du secrétaire général de l'ONU consistant en un cessez-le-feu et en l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Celui-ci n'a toujours pas eu lieu à ce jour, alors que le Maroc contrôle la majeure partie du Sahara occidental, séparé du reste du territoire contrôlé par le Polisario par un mur de sable élevé par son armée. Le Maroc continue de revendiquer la souveraineté sur ce territoire. Malgré tout, des négociations entre les parties au sujet de son futur statut ont été réouvertes en 2018, mais n'ont pas à ce jour conduit à des avancées significatives. Alors, quels sont les enjeux ayant présidé à la décision française de prendre parti pour la solution marocaine? Quelles seront les conséquences sur la région et sur le processus de résolution du conflit mené par l'ONU? Où en sont les combats entre les deux parties belligérantes? Qu'en est-il des accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc? Idem pour les ressources minières du Sahara occidental. Alors, pour analyser et tenter de répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Genève Oubi Bouchraya Bachir, ambassadeur du Front Polisario auprès de l'ONU. Oubi Bouchraya Bachir, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci Kamal pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions et tout le plaisir est pour nous. Alors, Oubi Bouchraya Bachir, avant de vous poser la première question, je vous invite, ainsi que tous nos auditeurs, à écouter la déclaration du ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, sur la décision algérienne en réponse à la position française sur la résolution du conflit au Sahara occidental. Pour le peuple sahraoui, la République sahraoui et le Front Polisario, il s'agit d'une décision souveraine de l'Algérie et nous la considérons comme une décision juste et une réaction aux actions de la France et à sa récente décision de soutenir l'occupation marocaine à travers les mesures prises par le Maroc il y a quelque temps, et que ni la France ni d'autres n'ont le droit de donner la souveraineté ou de soutenir la souveraineté de tout pays sur le Sahara occidental. Parce que celui qui a la souveraineté au Sahara occidental est le peuple sahraoui, et il n'y aura pas de domination sur la terre du Sahara occidental, car c'est le peuple sahraoui qui est le maître, et c'est lui qui possède et exerce cette souveraineté à partir de son droit établi à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, qui est un droit prouvé. Nous apprécions hautement la position algérienne et pensons qu'elle est à la hauteur de la réaction de la France. Fondamentalement, cela reflète la position de l'Algérie, qui soutient toujours les causes justes, notamment le principe de l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À cet égard, l'Algérie réaffirme son attachement à la légitimité internationale et au droit international qui doivent être respectés, et aucun pays ne peut décider à la place du détenteur du droit, qui est en l'occurrence le peuple sahraoui. La France, qui a soutenu l'invasion marocaine du Sahara dès le début et a fourni au Maroc tous les moyens de tuer et de détruire pour s'opposer à la résistance du peuple sahraoui. Mais plus que cela, je tiens à rappeler que la France, avec cette position, entrave en fait les efforts visant à trouver une solution juste et pacifique. Et nous sommes pleinement conscients et savons que depuis le début de ce conflit, la France a été impliquée dans la tentative d'entraver les efforts de l'ONU et d'obstruer le processus de paix, au point de paralyser le travail de la communauté internationale concernant le Sahara arabe. Donc nous n'avons pas été vraiment surpris par cette position française odieuse et cette position qui s'oppose aux efforts, en particulier par un pays membre permanent du Conseil de sécurité ayant la responsabilité de maintenir le processus de paix de l'ONU dans la région. La position française a toujours été négative et a toujours été exprimée par la France. Nous ne sommes donc pas surpris et elle arrive à ce moment, peut-être en raison des répercussions ou du déclin de l'influence française en Afrique et aussi en raison de la crise interne qui frappe le régime en France. Tous ces faits ne justifient pas le retour à la voie du soutien à l'expansionnisme et à l'agression, mais plutôt la nécessité de recourir à la légitimité internationale
Et donc, nous soutenons et valorisons encore une fois la position algérienne ferme de soutien aux causes des peuples, que ce soit la Palestine ou le Sahara arabe, mais aussi la nécessité de recourir aux chartes des Nations unies et au droit international pour résoudre les conflits. Et c'est pour cela que la question du Sahara est une question d'actualité. C'est pourquoi la question du Sahara occidental est une question d'applaudissement et de colonialisme, et sa solution est l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Une telle position revient à verser de l'huile sur le feu et vise à maintenir un conflit qui a des conséquences et des répercussions négatives sur la paix et la sécurité dans la région du Maghreb et en Afrique du Nord. Alors, Oubi, Bouchraye Bachir, comment analysez-vous la décision française? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus de ce que le ministre vient de déclarer? Bah, tout d'abord, je crois qu'il faut bien préciser que dans la pratique, il n'y a pas de nouveauté dans cette prise de position par la France. La France était, depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui, à côté du Maroc d'une façon inconditionnelle. Elle est même allée très loin pour intervenir militairement contre l'armée de libération sahraoui. Et même sur le plan politique, la France, sans aucune ambiguïté, avait toujours soutenu le Maroc dans ses ambitions expansionnistes au Sahara occidental. La différence aujourd'hui, c'est le fait que la France a décidé de franchir un seuil qui était jusqu'aujourd'hui infranchissable par tous les gouvernements français. Ce seuil est celui de soutenir les prétentions expansionnistes explicitement, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté prétendue du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Mhm. On est passé d'un soutien politique pour l'approche marocaine et la position marocaine pour l'autonomie. Et d'ailleurs, la France était à l'origine de cette proposition. Il y avait des déclarations connues par des diplomates français qui confirmaient le fait que le plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc au Conseil de sécurité de l'ONU avril 2007 était rédigé en grande partie à Paris. Donc maintenant, on passe de ce soutien politique à une proposition marocaine vers vraiment franchir une ligne rouge qui est la reconnaissance de la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara occidental. Et je crois que cette prise de position est à la fois dangereuse, mais aussi irresponsable. Dangereuse dans la mesure où elle rompt avec un principe cardinal de la légalité internationale, du fait que le Sahara occidental est reconnu comme un territoire non autonome en voie de décolonisation. Il fait partie de la liste de 7 territoires aux yeux de l'ONU comme étant colonisés et doivent être décolonisés en 10 formes, c'est-à-dire par l'octroi du droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Donc, ça, c'est une décision qui rompt avec ça, rompt aussi avec le fait Oubi que Bouchraya Bachir, juste pour que nos auditeurs comprennent, euh, le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ne veut pas dire forcément l'indépendance. Ce que l'autodétermination, c'est le droit de donner au peuple sahraoui de faire son choix. Est-ce qu'il choisit l'indépendance ou est-ce qu'il choisit le plan marocain? Ce n'est pas bah, forcément d'un seul coup ou directement l'indépendance. exactement, et pour cela que je dis, je répète, que cette décision rompt avec le droit, le principe du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, puisque le plan d'autonomie, c'est une imposition sur le Sahraoui au préalable de toute consultation démocratique, transparente de l'avis du peuple du Sahara occidental pour déterminer le statut du territoire. On ne peut pas prétendre avoir permis aux Sahraouis leur droit à l'autodétermination, c'est seulement seulement un choix qui est imposé aux Sahraouis. Pour cela que cette position rompt avec ça. Donc, elle est dangereuse dans cette perspective, dans cet aspect qu'elle viole pratiquement toutes les normes du droit
du droit international et la légalité internationale, mais elle était aussi irresponsable, dans un contexte, quand on voit le contexte qui prévaut aujourd'hui à l'Afrique du Nord, il y a une guerre, certes, de basse intensité au Sahara occidental, mais là, tous les ingrédients, tous les potentiels de déraper vers une situation beaucoup plus dangereuse dans la région. On voit une polarisation, une tension sans précédent entre les deux puissances majeures en Afrique du Nord, qui est l'Algérie et le Maroc. Il y a une rupture des relations diplomatiques depuis quelques années maintenant. Il y a bien sûr aussi une tension avec la Mauritanie parce qu'il y a toujours des messages de nature expansionniste qui sont lancés ici et là au Maroc contre la Mauritanie. Et donc, c'est la France qui intervient aujourd'hui par cette prise de décision pour compliquer les choses davantage. Au lieu d'aider les partis, les pays observateurs dans ce processus qui sont l'Algérie et la Mauritanie à relancer le processus de négociation, c'est une prise de position qui encourage le Maroc d'abord de continuer sa politique d'entraver les efforts de l'ONU, mais aussi encourage le Maroc dans sa politique expansionniste qui va au-delà du Sahara occidental, sinon vers même les pays voisins dans la région. Et donc, je crois que c'est la France Et c'est d'ailleurs, si l'on rajoute, par rapport à ce que vous venez de dire, et si l'on rajoute la situation en Libye et dans les pays du Sahel, ou aussi la situation s'embrase, c'est vraiment, comment dirais-je, verser de l'huile au feu que de prendre ce genre de décision. Mais j'aimerais bien tout vous à poser fait. la deuxième question avant de vous donner la parole pour continuer votre développement. Alors, nous avons l'économie française reste, pour reprendre un peu ce qu'a dit le ministre Sedati, que la France souffre d'une crise interne et d'un déclassement international, notamment en Afrique. Et là, je rappelle que l'économie française reste très dépendante de l'Afrique, notamment sahélo-subsaharienne, en ce qui concerne les approvisionnements en métaux stratégiques pour son industrie de haute technologie comme l'uranium, l'aluminium, le cuivre, le fer, l'état rare, le niobium, le tantal, le cobalt, le nickel, le coltan. Et alors, or, depuis l'arrivée donc de la Chine, de l'Inde, du Brésil, la Turquie, d'Israël et dernièrement de la Russie et de l'Iran en Afrique, la France se trouve, comme l'avait signalé le ministre, complètement déclassée, aussi bien sur le plan économique que politique, militaire, culturel et même linguistique. Alors, n'est-ce pas ça qui motive la décision française, du moment elle est déboutée de la majorité des pays où elle avait sévi avant, et elle fait le choix du Maroc pour continuer à avoir une place en Afrique? Tout à fait, ça c'est. Il faut d'abord aussi, euh, euh, comment dirais-je, réaffirmer le fait que le déclassement de la France, les pertes des zones d'influence de la France, surtout en Afrique de l'Ouest, ça c'est le résultat du fait que la France n'a pas eu la finesse de réadapter sa politique postcoloniale aux nouveaux changements Et qui même se la sont, qui, réinventer. Et même la la réinventer. réinventer, oui, oui, qui se déroule dans ces pays. Et la France, je crois que c'est presque la seule puissance coloniale traditionnelle qui n'a jamais abandonné sa politique et sa mentalité coloniale vis-à-vis ses anciennes colonies. Et au fur et à mesure que les nouvelles générations émergent, il y a eu un sentiment généralisé de vouloir rompre avec cette domination française. Aujourd'hui, la France est déclassée. La France perd beaucoup de son poids régional, surtout dans les fiefs traditionnels en Afrique de l'Ouest. Et ce qui explique en partie, moi, cette décision de la France, c'est la volonté de la France de s'accrocher au Maroc
comme un poste avancé, le dernier poste avancé, s'est replié sur pratiquement la troisième ligne de défense de ses intérêts et lui reste seulement le Maroc un peu pour s'investir dans ce poste avancé dans la perspective de pouvoir rebondir après. Mais je crois que ça, c'est un pari échoué d'avance, puisque d'abord la France a perdu en Afrique de l'Ouest. Par cette décision, elle perd en Afrique du Nord. Et le Maroc, on connaît bien c'est quoi la réalité aujourd'hui au Maroc, c'est quoi le degré de la crise économique, le degré d'inflation, le degré même de cette, comment dirais-je, de cette rupture croissante entre la population et le régime sur place à cause de beaucoup de choses, mais surtout à cause de cette normalisation avec Israël qui est que le peuple maintenant le voit comme une trahison au peuple palestinien au vu de massacres qui se commettent D'accord, d'accord, quotidiennement contre le peuple palestinien. Donc c'est un choix géopolitique un peu, c'est replié sur ce dernier poste avancé qui est le Maroc, s'accrocher à lui, mais c'est un pari échoué d'avance. d'accord. Alors, suite à l'intervention le 13 novembre 2020 des forces armées royales marocaines pour prendre le contrôle du passage frontalier de Guergueret, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Ghali, a signé un décret mettant fin à l'engagement de son pays à respecter l'accord de cessez-le-feu avec le Maroc signé en 91, après les pourparlers de paix de 88. Alors, depuis, l'armée de libération populaire sahraoui fait état, via des communiqués relayés par l'agence sahraoui SPS, d'attaques quasi quotidiennes des forces armées royales le long du mur de séparation, ce que les phares ou les forces armées royales démentent formellement. Alors, où en est actuellement la situation? Est-ce que les combats sont toujours en cours? Et les nouvelles armes acquises, comme les drones américains par le Maroc, ont-elles pu changer la donne sur le terrain? Bien sûr, la guerre se déroule, mais il faut bien préciser deux choses. D'abord, le contexte de la reprise des hostilités de la guerre au Sahara occidental. C'est un acte, d'abord, c'est une réponse à un acte de violation des accords de cessez-le-feu que le Maroc avait commis le début novembre dans la zone de Guerguerat. Le Polisario était 2020, début obligé, novembre 2020. 2020, le 13 novembre 2020, le Front Polisario, le Mouvement de libération nationale sahraoui, était obligé de répondre à cet acte d'agression contre les Sahraouis. Mais il faut aussi signaler le fait que c'est un acte suite à une frustration qui perdure depuis 30 ans chez les Sahraouis autour de cette incapacité de l'ONU à honorer ses engagements et organiser le référendum promis aux Sahraouis. C'est en quelque sorte, c'est le 7 octobre avancé des Sahraouis, c'est-à-dire que c'est une réaction à cette incapacité de l'ONU et à la communauté internationale de régler le conflit. Sur le fait que le Maroc continue à nier l'existence de cette guerre, ça, c'est pas nouveau, hein. Même au début des années 70, le Maroc a continué à nier l'existence du Polisario, l'existence à la guerre du Sahara occidental, Mais mais il a fini. Bouchraye Bachir, comment vous expliquez l'absence justement des informations? Je crois que vous l'aviez dit d'ailleurs au début de l'émission, que c'est une guerre de basse intensité, mais l'absence de l'information sur ça dans la presse internationale. Ben, c'est exactement ça, c'est le conflit hein, dans sa globalité. Il y a un blocus médiatique sur ce qui se passe au Sahara occidental. On sait bien les centres du pouvoir médiatique qui contrôlent tout ça, surtout l'information internationale, c'est ce qui se passe au Maghreb. La guerre se déroule en basse intensité, ça c'est sûr, mais il faut aussi préciser le fait que l'objectif de notre guerre, c'est de générer une usure
aiguë chez l'armée marocaine. Et je crois que les résultats sont là. Il y a le coût économique pour maintenir une armée gigantesque déployée autour de ce mur du nord au sud, presque 160 000 soldats marocains, avec un coût économique insoutenable par, par le Maroc, mais aussi il y a des pertes matérielles et humaines et d'une façon quotidienne. On voit ça, nous qu'on est des insiders dans le conflit, on fait le suivi des pages des réseaux sociaux au Maroc, on voit toujours pratiquement de deuil chez les familles marocaines qui reçoivent les corps de ces jeunes soldats marocains retournés de la ligne de bataille. On voit ça, mais c'est le Maroc qui continue à ne pas vouloir reconnaître cette guerre, mais il finira par la reconnaître. D'ailleurs, le signe le plus important, c'est le fait que le Maroc, aujourd'hui, sa demande centrale, c'est de revenir au cessez-le-feu. On ne peut pas demander de revenir au cessez-le-feu quand il n'y a pas vraiment un sentiment de douleur de l'impact de cette guerre. D'accord. Alors, le 15 septembre 2021, le Maroc, qui a refusé de donner son accord à plusieurs dizaines de noms proposés par le secrétaire général de l'ONU au poste d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, donc a finalement accepté la nomination de très chevronné, l'Italo-suédois Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial pour la Syrie. Et puis, il y a un Russe qui a été, Alexandre Ivanko, qui a été aussi nommé pour diriger la MINURSO. Alors, bien que Stéphane de Mistura a des prérogatives qui lui donnent les possibilités de faire avancer la mise en application des solutions au conflit et d'accompagner les négociations entre les parties, les choses ne bougent pas. Et c'est un constat que tout le monde et facilement peut faire. Alors, Oubi Bouchraï Bachir, c'est quoi le problème? Le problème est-il dans le mandat et à la feuille de route que lui trace le Conseil de sécurité? Et puis, l'inaction vient-elle donc du Conseil de sécurité? Ouais, je crois que le problème n'a jamais été concernant l'envoyé personnel du secrétaire général, ni son profil, ni le pays d'origine. On avait assez jusqu'aujourd'hui des envoyés spéciaux avec des représentants des envoyés spéciaux avec un calibre internationalement reconnu, tel que James Baker, Mhm. le Kohler, Absolument. Ross, entre autres. Donc, mais le problème réside dans l'approche du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une approche de gérer le conflit au Sahara occidental au lieu vraiment d'aller directement pour le résoudre. Et je crois que malheureusement, cette position du Conseil de sécurité s'aligne sur la stratégie du Maroc qui mise sur le temps, gagner du temps pour consolider son fait colonial d'occupation sur le territoire du Sahara occidental. Et le fait que le Conseil de sécurité continue à adopter cette position, même avec la reprise des hostilités au Sahara occidental, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et avec même le potentiel que le conflit puisse déraper à un moment donné dans la région. Et je crois que la solution passe par le fait que le Conseil change d'approche vers une solution, aller trouver une solution au conflit du Sahara occidental, même si cette approche va impliquer de changer de chapitre, du chapitre 6 qui requiert toujours le consensus vers le chapitre 7 et pour imposer la solution aux partis et permettre à décoloniser ce territoire du Sahara occidental par le biais de ce que a été accordé depuis toujours pour le peuple du Sahara occidental, l'exercice de droit à l'autodétermination. Alors, j'aimerais quand même passer à un autre volet et qui concerne les ressources du territoire du Sahara occidental, qui est donc disputé et qui fait partie donc
Il est inscrit à la 4e chambre donc, de l'ONU et qui soumet normalement un processus de décolonisation et donc qui pose de grands problèmes juridiques. Alors, l'Union européenne est confrontée depuis plusieurs années, justement, à la délicate question de la licéité internationale, de la conclusion et de l'application d'accords économiques avec le Maroc permettant l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental. Alors que la Cour de justice était parvenue à sauvegarder, donc la Cour de justice européenne, à sauvegarder les traités tout en indiquant que leur portée ne pouvait s'étendre à ce territoire, donc au territoire du Sahara occidental, en raison de l'opposabilité à l'Union européenne du droit d'autodétermination du peuple sahraoui. Mais la Commission et le Conseil ont choisi de négocier avec le Maroc des amendements à ces accords prévoyant expressément leur application au Sahara occidental, provoquant ainsi de nouveaux recours. Alors, Oubi Bouchra et Béchir, si les accords internationaux sont déclarés invalides relativement donc au droit de l'Union européenne elle-même, cela ne devrait-il pas se répercuter normalement sur les actes dérivés assurant leur application sur le droit des États membres ainsi que sur les droits et obligations de leurs entreprises par rapport justement à ce qui... Parce qu'au vu du principe d'autodétermination, c'est un territoire que personne n'a le droit d'exploiter. Oui, exactement. La souveraineté de peuples coloniaux et dans leur droit à l'autodétermination, la souveraineté de peuples sur les ressources naturelles, c'est une composante importante des 4 composantes du droit à l'autodétermination. Et dans ce cas, pour le peuple sahraoui, la souveraineté est garantie selon le droit international sur l'ensemble des ressources naturelles du territoire. Et sur cette base, le Front Polisario avait entrepris depuis 2012, depuis 2015, des procédures à l'Union européenne pour empêcher l'application de différents accords économiques entre le Maroc et l'Union européenne qui impliquent le territoire du Sahara occidental. En 2016, c'était la décision de la Cour de justice, qui est l'organe suprême de l'Union européenne, en décembre 2006, et c'était le pic de ce processus, là où la Cour avait décidé d'une façon très claire que le territoire du Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés, avait confirmé la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur les ressources dans l'ensemble du droit à l'autodétermination. Et je crois qu'en 2016, le problème aurait dû être réglé, hein, que le pouvoir politique à l'Union européenne devrait suivre les décisions de la justice européenne. Mais au lieu de respecter les décisions, c'est le pouvoir politique qui a essayé, par le biais des interprétations étroites, de contourner les décisions de la Cour et pour assurer la continuité de ces accords. Après cette décision de 2016, le pouvoir politique, le Conseil et la Commission ont procédé à ce qu'on appelle l'extension du champ d'exécution des accords économiques vers les territoires du Sahara occidental, ce qui implique implicitement que le Maroc n'est pas chez lui, hein, n'est pas souverain, parce que quand on fait une extension vers un autre territoire, ça c'est implicitement une reconnaissance comme quoi il est d'une autre nature juridique. On avait introduit un appel, une plainte contre cette extension, et en 2021, c'est la Cour, c'est le tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne, le tribunal européen qui avait pas seulement décidé sur confirmer la nature de deux territoires distincts et séparés, confirmer le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, confirmer le fait que le Front Polisario est bel et bien le seul légitime représentant du peuple du Sahara occidental, et avait confirmé le consentement, parce qu'en 2016, le mot clé était que le consentement du peuple du Sahara originel et transparent du peuple du Sahara occidental est la précondition
pour toute opération économique qui implique les ressources du territoire du Sahara occidental. Donc, la Commission avait essayé de contourner ça par le biais d'abord de l'extension, mais aussi d'envoyer des missions un peu d'explorer ou de voir la vie des populations, ce qu'ils appellent, les populations sur place au Sahara occidental. Mais la décision de septembre 2021 du tribunal, en plus des 4 points que j'ai déjà cités, ils ont confirmé que le fait que le Front Polisario, étant le représentant légitime du peuple du Sahara occidental, a la personnalité juridique pour agir devant les instances européennes pour défendre le droit du peuple et le droit d'un Ce territoire. qui est étonnant, c'est malgré tous ces arrêtés, malgré toutes ces décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, est-ce que ça a eu une incidence sur la réalité ou les pays Tout sont à fait. contraints de tout? Tout à fait. Il y a le pouvoir politique, le Conseil et la Commission qui veulent contourner, mais il y a un résultat tangible maintenant, c'est le fait que depuis juillet 2023, il n'y a plus de bateaux de l'Union européenne qui pêchent dans les eaux du Sahara occidental parce que l'accord avait expiré, le protocole d'application avait expiré en juillet 2023 et tant qu'il n'y ait pas la nouvelle décision de la Cour de justice, parce qu'on attend aujourd'hui une nouvelle décision pour septembre ou octobre, qui serait la décision définitive qu'a priori doit terminer ce débat autour des ressources naturelles du Sahara occidental. Maintenant, après cette décision, on passe comment ça va être appliqué et si les sociétés européennes vont, parce qu'il n'y aura plus un cadre juridique pour que les entreprises européennes puissent continuer leurs activités dans le territoire du Sahara occidental après cette décision. Et je crois que ça explique aussi en partie pourquoi la France a décidé de prendre cette décision alors qu'on est seulement à 2 mois de cette décision. C'est un peu pour anticiper ça et essayer d'influencer l'ampleur ou la portée de cette décision qu'on attend toujours. Et je crois que la prochaine décision marquera un nouveau, comment dirais-je, point d'inflexion pour l'ensemble de cette affaire économique et on espère que l'Union européenne, le Conseil et la Commission respectent la décision de juge et que les sociétés européennes seront tenues à respecter la décision de la Cour. C'est une décision qui aura pas seulement un impact politique, puisqu'elle confirme le statut séparé destin contraire exactement à la reconnaissance de la souveraineté par Macron. Il aura un impact politique, bien sûr, aussi sur la solution du conflit qui ne peut passer qu'à travers l'exercice du droit à l'autodétermination. Il aura un impact économique puisqu'elle limite, parce que jusqu'aujourd'hui, le Maroc réussit à financer son occupation à travers ce genre des accords signés entre l'Union européenne. Pas seulement le financement de l'occupation, il y a un crime contre l'humanité selon le droit international humanitaire où l'Union européenne est complice, celui de l'encouragement à la colonisation démographique du territoire. Parce que les investissements économiques dans un contexte d'occupation militaire attire les colons à venir à s'installer dans les territoires et la France, l'Union européenne sont complices avec le Maroc dans ce sens. Mais aussi, cette décision aura un impact aussi diplomatique, puisqu'elle, bien sûr, elle va mettre à l'épreuve les relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne dans son ensemble, et notamment quelques pays européens d'une certaine influence, en l'occurrence l'Espagne et la France. Et je crois que la décision de l'Union européenne, aujourd'hui, on a vu, par exemple, que au Maroc, il y a eu un contrat pour le TGV entre Marrakech et Kénétra
qui a été maintenant, ça y est, la licence d'exploitation est pour une compagnie française au lieu d'une compagnie chinoise. Donc, le volet économique est central dans cette D'accord. Et décision du gouvernement français. alors justement, Obi Boucharaya Bachir, du point de vue économique, le territoire du Sahara occidental est très riche en ressources naturelles et plus généralement, du point de vue politique. L'Union européenne, notamment la France et l'Espagne, entretiennent d'étroites relations de voisinage avec le Maroc, justement à cause de ça, avec lequel elles coopèrent dans de nombreux domaines, y compris des domaines sensibles comme ceux de la sécurité et d'immigration. Alors, est-ce que ce sont ces enjeux qui imposent leur poids et leur logique aux relations entre les pays européens du Sud, au moins, ou de l'Union européenne complètement, et le Maroc? Au-delà de tous les discours flamboyants sur les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela, la démocratie, la liberté, et ainsi de suite. En réalité, quand le commerce et l'économie sont là, elles imposent inévitablement leur logique aux relations. Oui, exactement, tout à fait. Il y a le volet économique, comme je viens de l'expliquer. Le Sahara occidental est un territoire très riche, mais aussi d'une importance géopolitique particulière, hein. C'est un peu le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, en passant par la Mauritanie. Il y a les richesses halieutiques, les poissons et tout ça. On connaît bien que les côtes du Sahara occidental sont les plus poissonneuses au monde. Il y a le potentiel des phosphates que l'occupation du Sahara occidental permet au Maroc d'avoir le monopole sur le marché des phosphates dans le monde. Mais permettez-moi de vous dire que ce marchandage entre l'Union européenne et le Maroc autour du Sahara occidental, il y a le volet économique, bien sûr, ça c'est sûr, hein. Il y a même la mentalité coloniale, postcoloniale et tout ça qui est toujours là. Il y a cette solidarité entre le colonisateur ancien qui est la France et le nouveau colonisateur dans la région, le Maroc en l'occurrence. Mais je crois que le paradigme dominant jusqu'aujourd'hui dans les relations entre le Maroc, l'Europe dans son ensemble et la France, c'est cette phrase qui a été prononcée par le roi Hassan II, je crois en 1985 ou 1984, là où il a dit, à défaut de pouvoir transporter nos tomates sur le marché commun européen, nous finirons par transporter des terroristes en Europe. C'est cette mentalité de chantage qui est bien ancrée dans la doctrine du Maroc et leur vision de gérer les relations avec l'Europe qui est toujours dominante jusqu'aujourd'hui. Dominante dans la mesure où le Maroc joue toujours la carte de l'immigration avec la France, avec l'Espagne, mais aussi avec la France et avec l'Europe dans son ensemble. Des positions, on a vu ce qui s'est passé en 2021 entre l'Espagne et le Mais Maroc, des suite à gens vous diront que le Maroc aussi a le droit de défendre ses intérêts. Il use des cartes dont il dispose face quand même à des partenaires qui ne font pas de cadeaux à personne. Bah Je oui, parle de... ça c'est bien sûr, ça c'est dans le droit du Maroc, mais avec des termes qui sont tellement sensibles, bah, la politique, il y a des degrés, on peut mettre vraiment des points très sensibles, tels que certainement la coopération en matière du Non, combat mais contre l'exemple, le... Obi Bouchraïa Bachir, la France, donc avec, en plus de ce qu'elle joue là dans cette question-là du Sahara occidental, de ce qu'elle a fait pendant des années au Sahel, notamment avec sa présence au Mali et au Niger, mais aussi c'est sous son instigation qu'un grand pays nord-africain, la Libye en l'occurrence, a été détruit. Et la destruction de la Libye a ouvert la porte à toutes les dérives terroristes dans toute la région. Donc, dans ce cas-là, le Maroc, pourquoi il va se priver de... Puisqu'il n'est pas celui qui a créé les problèmes,
je ne parle pas de la question du Sahara occidental, mais cette question-là de coopération sécuritaire et migratoire, c'est quand même pas lui. Donc, il a quand même le droit de Oui, défendre mais ça. ça, c'est moi, tout ce que j'ai fait, c'est un constat. Le fait que le Maroc D'accord. utilise ses cartes, l'immigration, suite par exemple à la crise à Ceuta et Melilla après l'hospitalisation de notre président en Espagne, c'est le Maroc qui a fait sortir des milliers de jeunes à, 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 à franchir pour pratiquement aller en masse aller en masse comme des immigrés clandestins pour le sud de l'Espagne. Il y a des histoires qui se répètent quotidiennement. Il y a la matière en lutte contre le terrorisme que le Maroc joue constamment dans ses relations bilatérales avec les pays européens, notamment avec la France et l'Espagne. Avec l'Espagne, il y a le Le Mans Ceuta et Melilla, mais je crois que même vous venez de citer l'exemple de l'intervention française en Libye, hein, et ça, c'est que nous mène vraiment à penser que c'est le danger de ce revirement dans la position française. Ce qui s'est passé en Libye, mais aussi le Sahel, le fait d'encourager le Maroc de continuer à s'aimer cette discorde régionale et compromettre l'avenir de toute la région à ses ambitions expansionnistes. Donc, c'est avec le comportement dangereux du Maroc. Maintenant, c'est l'action irresponsable de la France et qui va contribuer largement à déstabiliser déstabiliser la région. Et je crois que le Maroc, il a besoin d'un pays ou de l'Union européenne ou de la France ou d'un pays pour l'aider à sortir à cette impasse qui lui oblige de continuer cette fuite en avant, de continuer avec cette politique de jouer le mauvais voisinage pratiquement avec tout le monde. Le Maroc, c'est le seul pays au monde qui n'a pas de frontières définitivement trancées avec aucun voisin. Il a ses problèmes avec l'Algérie, les frontières ouest de l'Algérie. Il y a toujours des revendications, occupation au Sahara occidental, revendications en Mauritanie, l'histoire de Ceuta et Melilla, les délimitations des eaux territoriales avec les îles Canaries. Eh ben c'est vraiment c'est une bombe à retardement. Donc, au lieu de l'encourager à aller dans cette politique, la France aurait dû essayer d'amener le Maroc à la raison et qu'il contribue positivement au changement dans la région qui va permettre au peuple d'aller vers un autre pas d'intégration, mais une intégration sur le principe du respect de l'existence et la liberté de toutes les composantes de la région, y compris le peuple sahraoui. D'accord. Alors, pour aller dans le même sens, j'aimerais bien rappeler une interview accordée à la chaîne espagnole TVE le 23 août 2022 de l'ex-chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a soutenu que, je le cite, la position du gouvernement espagnol était et est celle de l'Union européenne, c'est-à-dire défendre la tenue d'une consultation pour que ce soit le peuple sahraoui qui décide comment il veut que son avenir soit défini. Fin de citation. Et puis, le chef de la diplomatie européenne a réitéré que l'Union européenne s'attache au processus de résolution de la crise du Sahara occidental en accord avec la résolution du Conseil de sécurité, qui signifie que l'Union européenne ne soutient pas, je le dis, c'est lui qui le dit, hein, c'est lui qui le dit, je le cite, l'Union européenne ne soutient pas la position marocaine. Voilà. Donc, donc euh, alors, Bouchraya, Oubi Bouchraya Béchir, comment expliquez-vous ce double jeu ou ce jeu à multiples vitesses selon la conjoncture, selon les intérêts des Européens qui soufflent tantôt le chaud et tantôt le froid? Je crois que pour l'Union européenne, en dehors de cette politique de vouloir toujours contourner les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne,
et continuer avec cette politique de pillage perpétué aux ressources naturelles du Sahara occidental contre la volonté du peuple et les intérêts du peuple et même contre le droit international et le droit européen. En dehors de cette pratique, l'Union européenne, dans la forme au moins, et elle continue à appuyer les efforts de l'ONU. Vous venez de citer la déclaration de Borrell. Hier seulement, après cette prise de position par le gouvernement français, le porte-parole de l'Union européenne avait confirmé qu'il n'y a pas de changement dans la politique de l'Union européenne concernant le Sahara occidental et qui continue à soutenir le droit international et qui demande bien sûr l'exercice de droit à l'autodétermination. Et je crois que le pays qui sont concernés le plus avec le conflit du Sahara occidental et le futur de son règlement, l'Espagne qui est la puissance coloniale et la France qui est le pays pratiquement dominateur sur la politique étrangère de l'Union européenne. Mais l'Union européenne à Bruxelles, il y a toujours une résistance que d'ailleurs on salue de ce genre de prise de position individuelle par des pays européens. Et je crois que c'est la ligne vraiment à avancer, c'est la ligne à soutenir que c'est le multilatéralisme, c'est les décisions multilatérales sur la base du droit international qui est le garant de la stabilité et la sécurité dans le monde qui doivent être appuyées et soutenues. Mais en même temps, comme vous l'avez souligné avant, en même temps, ils aident à exploiter les richesses. Bah oui, euh, exactement. Moi, j'ai euh, commencé par dire, en dehors de ça, qui est pratique, c'est la pratique, soutenir le Maroc et soutenir son occupation du territoire par le biais économique et lui donner les moyens pour continuer à financer son occupation. Mais dans la forme, l'Union européenne continue à s'aligner sur la position de l'ONU dans ce contexte. Et je crois que aujourd'hui, avec ce qui se passe en Palestine et cette prise de conscience progressive chez la communauté internationale, comme quoi les décisions unilatérales ne contribuent pas à régler les conflits et qu'il faut s'appuyer davantage sur le multilatéralisme, sur l'ONU, sur le droit international. On a vu comment la question palestinienne maintenant est traitée d'une façon différente par le Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale, par la Cour internationale de justice. Et je crois que dans ce contexte, dans ce cadre, l'Union européenne a l'obligation de continuer à soutenir une solution pour le Sahara occidental dans le cadre de l'ONU et pas dans des décisions unilatérales qui contribuent pas seulement pour perpétuer l'impasse au Sahara occidental, mais qui peuvent même avoir un impact très négatif sur la stabilité dans une région qui est aux portes de l'Union européenne. Ça, c'est pas la Syrie, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Amérique latine, ça c'est de quelques kilomètres de l'Union européenne. Et je crois que collectivement, les Européens, ils prennent conscience de l'importance de garder une position équilibrée et pas vraiment aller dans ces prises de position dangereuses comme celle de l'Espagne en 2022 ou celle de la France d'aujourd'hui. D'accord. Alors, une dernière question, Obi Bouchraïa Bachir. On va essayer de mettre un peu en perspective l'évolution de la situation au Sahara occidental, mais aussi au Sahel, euh, dans ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Alors, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel vit une dynamique de changement radical et rapide. Et vous l'avez déjà évoqué avant, et les idées panafricanistes prennent de plus en plus de l'ampleur, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye au Sénégal et la création de la Confédération des pays du Sahel par le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Et cette région connaît aussi une grande concurrence entre les grandes puissances mondiales, dont la Chine, la Russie, les États-Unis et la France. On peut également constater le rôle de plus en plus grand de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran aussi, qui commence à prendre de l'ampleur en Afrique. Et l'Afrique centrale aussi, après la découverte de grands gisements de terres rares stratégiques, suscite aussi à elle également la convoitise. Ce qui veut dire que les anciennes puissances coloniales européennes ne sont pas seules sur le continent africain comme elles l'étaient avant. Alors, Oubi Bouchra Béchir, comment voyez-vous l'évolution de la situation dans cette région à l'aune de l'émergence d'un monde multipolaire et multilatéral entraîné par la dynamique des BRICS ou des BRICS+. Bon, d'abord, le panafricanisme, historiquement, c'est le résultat d'un processus de libération nationale en Afrique. Et le concept se traduit dans que les Africains soient libres, souverains, mais aussi solidaires entre eux. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est une dynamique à saluer, mais la crainte serait toujours qu'on ne va pas se libérer des influences des puissances étrangères pour tomber de nouveau dans l'influence D'autres, aux mains d'autres ouais, puissances pour tomber étrangères. Et dans je crois l'escarcelle d'autres puissances. d'autres puissances étrangères. Voilà la crainte aujourd'hui qu'on voit, mais Absolument. on a l'espoir on a l'espoir que cette dynamique est dans l'intérêt de l'ensemble des pays dans la région. En ce qui concerne les BRICS, c'est un bloc politico-économique qui s'impose progressivement comme un pôle, je dirais parfois même alternatif, ou qui est en train de chercher, de trouver sa place dans l'échiquier et la configuration traditionnelle qu'on connaît entre les Américains et les Européens seulement. Et je crois que la particularité de cet espace, c'est le fait qu'il donne de la place aux puissances émergentes du Sud global. Et, et, et je crois que ce bloc, le BRICS, il a un grand potentiel pour avoir une influence réelle sur le cours de l'histoire vers un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. On est encore dans le début, surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde dans sa globalité se trouve en mutation et on espère que le BRICS apportera cet équilibre qui était absent toujours pendant les dernières années. D'accord. Alors, pour finir cette émission, donc, chers auditeurs, en votre nom, je remercie Monsieur Oubi Bourchaya Béchir pour toutes ces analyses et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci.